Voilà, ravi donc, Laurent, de t'accueillir. Ravi de pouvoir nous rencontrer à nouveau, en espérant que cette fois-ci, la libre parole puisse s'exprimer sans entrave. En tout cas, Laurent, il se trouve justement que tu es un spécialiste de ces questions. Tu es philosophe, tu es également un spécialiste de l'histoire des sciences. Tu es aussi critique de cinéma, puisque tu as fait, en plus d'études en philosophie, en histoire des sciences, des études cinématographiques, et tu t'intéresses en particulier à des questions qui nous agitent également ici, qui sont des questions géopolitiques, la géopolitique occidentale, la critique des médias et les dispositifs de propagande, notamment, tu es un spécialiste, si j'ai bien compris, du contenu idéologique des productions audiovisuelles et hollywoodiennes en premier lieu. Tu as récemment, je crois, contribué à un livre sur Julian Assange qui nous réunit ce soir. Et donc, ton intervention, voilà, donc c'est bientôt Noël. Donc, le livre s'intitule lui-même, si j'ai bien compris, Julian Assange et Wikileaks, le combat du siècle pour la liberté d'informer. Oui, c'est ça. Il est publié au Mutin de Pangée et il paraît, ou il est déjà paru. Il est déjà paru, oui, oui. Il est déjà paru. Voilà, donc écoute, je vais te laisser la primeur de ta présentation. Comme on le disait les uns et les autres, si vous avez la gentillesse dans le chat de poser déjà les questions qui vous brûlent avant que, à l'issue de la présentation de Laurent, nous ouvrions le débat et les échanges. Ayez la gentillesse de le faire, ça nous permettra peut-être d'orchestrer un peu les échanges une fois encore après que nous ayons laissé la primeur de sa présentation à Laurent Doré, que nous sommes ravis d'accueillir et que nous remercions à nouveau. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à toi, Frédéric. Alors, je suis pas philosophe, hein, je m'intéresse énormément à la philosophie, mais je ne peux pas me dire philosophe. Eh bien, écoutez, je vais partager mon écran. Ça a fonctionné tout à l'heure, on va voir si c'est toujours le cas. C'est parti. Ça fonctionne Ça fonctionne? ça fonctionne parfaitement bien et on l'a mis au format que tu souhaitais, Laurent. Donc, Bon, ouais, parfait, parfait. nous voyons ton étiquette et nous voyons ta présentation plein écran. D'accord. Eh bien, je commence. J'ai beaucoup de planches, peut-être un peu trop, mais j'accélérerai si besoin. Euh, donc, je ne sais pas quel est le degré d'information des participants à propos de l'affaire Assange, mais simplement, en préambule, actuellement, donc, la justice britannique a refusé, dans un premier temps, l'extradition vers les États-Unis en début d'année, parce qu'elle a estimé que la santé mentale, hein, de Julian Assange ne lui permettait pas de supporter les conditions de détention dans les prisons de très haute sécurité aux États-Unis. Il y avait un risque élevé de suicide, donc elle a refusé la demande d'extradition sur ce plan. Mais les États-Unis ont fait appel. Il y a eu des audiences à la fin du mois d'octobre et maintenant nous attendons la décision quant à cet appel qui devrait intervenir probablement au cours du mois de décembre. Voilà un peu où on en est. Alors, à mes yeux, l'affaire Assange, c'est une affaire simple dans le fond, mais complexe dans ses détails et ses ramifications. Pourquoi simple dans le fond? Parce que moi, j'y vois l'histoire d'un journaliste qui a publié des documents extrêmement embarrassants sur les États-Unis d'Amérique, sur leur pratique de la guerre, les conditions à Guantanamo, mais aussi les aspects diplomatiques, tout ça. Et les États-Unis, simplement, cherchent à se venger de ce journaliste pour ces révélations extrêmement embarrassantes. Pour moi, l'essentiel, c'est ça. Complexe dans ses détails et ses ramifications, parce qu'il y a énormément d'aspects. C'est une affaire qui maintenant a plus de 10 ans, donc il y a une prolifération
de subtilité, d'aspect, de couches, de complexité. Et donc, on peut rapidement être un peu dans le brouillard, hein, et surtout qu'il y a aussi des couches de calomnie, de fausses informations qui ont touché cette affaire, plus l'aspect médiatique avec une sous-information chronique sur cette affaire qui a parfois disparu totalement des radars médiatiques pendant très longtemps et qui est très largement sous-traité par les médias en général. J'essaierai de répondre à deux questions dans cette conférence. Pourquoi est-il légitime de considérer Julian Assange comme un prisonnier politique victime de persécution? Je peux bien imaginer que tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue, et d'ailleurs on pourra en discuter dans la séance de questions-réponses. Et puis une deuxième question qui est liée à la première, comment expliquer qu'une telle injustice ne suscite pas un large et fort mouvement de solidarité? Même si la situation à cet égard s'est améliorée ces derniers mois, avec le soutien de nombreuses organisations, des ONG, on peut quand même estimer que le degré de soutien n'est quand même pas suffisamment fort compte tenu des enjeux. Mais tout d'abord, je vais commencer par un retour chronologique sur Julian Assange et Wikileaks, parce que ça peut permettre à chacun d'avoir les idées claires sur les faits, et ce qui permettra aussi de mieux comprendre la situation présente. D'ailleurs, ça sera le gros de ma présentation, parce que j'ai l'impression que ce rappel chronologique est finalement l'essentiel. Je m'inspire pour cette chronologie très fortement du livre. Il y a une chronologie qui a été détaillée, qui a été établie par Olivier Azam. Et donc, les personnes qui voudraient avoir davantage de précision, davantage de détails peuvent s'y reporter. Elle est extrêmement précise et détaillée. Julian Assange, eh bien, il ne portait pas ce nom à la naissance. Il est né le 3 juillet 1971 sous le nom de Julian Paul Hawkins, à Townsville, qui est une ville située sur la côte nord-est des... Ses parents sont Christine Hawkins, qui est une artiste visuelle, comme on dit, et puis John Shipton, qui à l'époque travaille dans le bâtiment, mais est aussi un activiste anti-guerre. Ses parents, d'ailleurs, donc les parents de Julian Assange se sont rencontrés à l'occasion d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Les parents se sépareront avant la naissance de Julian, et c'est le nom donc du beau-père de Julian, Brett Assange, qui sera attribué à Julian. Brett Assange est un comédien, il dirige un petit théâtre. Brett Assange et Christine Hawkins se divorceront à la fin des années 70, donc Julian n'a pas encore 10 ans, et donc sa maman se liera par la suite à un homme qui s'avérera appartenir à une secte New Age, et elle fuira le harcèlement de cet homme avec ses deux fils, de Julian et le demi-frère de Julian. Donc, ceci dessine un peu une vie d'errance et de semi-clandestinité avec de très nombreux déménagements, une trentaine de villes différentes, avec évidemment des écoles à chaque fois différentes pour Julian et son demi-frère. Et la petite famille finit par s'installer à Melbourne quand Julian est déjà un adolescent. Sa maman lui offrira son premier ordinateur à 13 ans, un Commodore 64 pour ceux que ça intéresse. Il apprendra assez rapidement la programmation. L'informatique n'est pas encore grand public, hein, à ce moment-là. Il faut savoir un peu mettre les mains dans le cambouis, pour ainsi dire, pour savoir naviguer, s'orienter et s'en servir. Et Julian s'initie au hacking dès l'âge de 16 ans, et il s'inscrit dans cette filiation, dans ces pionniers du hacking qui sont souvent très jeunes, des adolescents. C'est un mouvement donc, dans des années 80, et il est vraiment connu pour avoir une figure majeure de cet univers. Et il prend le pseudonyme de Mandax et fréquente d'autres passionnés comme lui qui s'amusent, qui expérimentent et qui utilisent les réseaux de télécommunications qui sont alors réservés aux grandes entreprises privées, à l'État, à l'armée, pour naviguer, s'amuser, explorer. Ces jeunes hackers pénètrent notamment des réseaux de la Citibank à l'époque, de la NASA, du Pentagone et d'autres.
Julian s'inscrit dans ce qu'on appelle le hacking éthique, c'est-à-dire qu'il ne commet pas de dégradation dans les systèmes et il ne tire pas profit de ces actions de hacking. Il crée dès cette époque des programmes, il participe à des collectifs de activistes, c'est activiste pour hacker plus activiste, donc il y a une dimension aussi voilà, militante. En 91, il fonde avec 2 amis un groupe secret qui s'appelle The International Subversives, qui est un groupe qui est plus politisé que Realm, qui était un autre groupe auquel a appartenu Julian et qui avait fait des actions assez retentissantes. Je n'en dis pas plus, mais pour ceux qui s'intéressent, il faut se reporter à la chronologie détaillée. Julian acquiert à ce moment-là la conviction, en fréquentant tous ces milieux, en explorant que la mise en scène, la mise en lumière de ce que cachent les gouvernants est la clé de toutes les luttes politiques. Il faut montrer pour qu'une action puisse se développer. Avant tout, il faut transmettre des connaissances, des faits, et c'est là-dessus qu'une lutte peut s'appuyer. Julian et ses amis sont arrêtés parce qu'ils ont commis des erreurs dans un acte de hacking et ils se sont introduits dans le réseau de la Société canadienne de télécommunications Nortel, qui est une grosse société. Et donc, ils sont identifiés. Julian subit une perquisition chez lui et il avait commis l'erreur de laisser ces disquettes visibles, ce qu'il ne faisait jamais, mais en tout cas, les disquettes qui contenaient les archives de ces actions sont saisies par la police australienne. Pour un aspect personnel, il faut savoir qu'à 18 ans, Julian avait épousé une jeune femme de 16 ans et que 2 ans plus tard, un garçon naîtra de cette union, mais il y aura une séparation assez rapide. Mais voilà, il faut aussi avoir ces éléments en tête. À cette époque-là, Julian, c'est toujours le cas maintenant, enfin, c'est moins depuis la prison parce qu'on ne le laisse pas d'accès aux livres comme il le souhaite, mais Julian est un grand lecteur et il lit énormément. Mais il connaît aussi donc des épisodes de dépression. Ça lui arrive de errer un peu dans les bois, une vie un peu de marginal et d'errant. Ça ne l'empêche pas de toujours être impliqué dans différents collectifs et organisations. Il participe notamment à Suburbia Public Access Network. C'est un fournisseur d'accès Internet grand public australien. C'est l'un des tout premiers au monde. Il continue de fréquenter des groupes militants et de s'impliquer dans la création de logiciels libres. Et il crée notamment le logiciel qui s'appelle Rubber House, qui, voilà la description qu'en est faite, un outil au service des personnes œuvrant en faveur des droits humains et qui ont besoin de protéger des données sensibles dans ce domaine. Donc on voit déjà l'état de réflexion auquel il est déjà à cette époque-là. L'affaire Nortel, donc, pour laquelle il a été arrêté, se conclut en 1996. Ça après une très longue procédure et Julian choisit de plaider coupable. Il est condamné à une amende de 2 100 $ et doit s'engager à renoncer à commettre des actions de hacking. Il faut aussi préciser quand même que Julian, à cette époque-là, juste avant le verdict, a aidé la police et la justice australienne à démanteler un réseau pédophile. Grâce à ses compétences en informatique, il a aidé à réaliser cela. À la fin des années 90, Julian voyage beaucoup. Il se lie à un groupe informel connu des spécialistes de cet univers qui s'appelle Cypherpunks. C'est un groupe assez, voilà, oui, assez informel. On n'a pas de carte de membre. Hein. Et le principe de ce groupe, c'est vie privée pour les plus faibles et transparence pour les puissants, avec une grande importance accordée au chiffrement des données et au développement des logiciels libres qui, dont l'objectif de tout cela, c'est de se protéger de la mainmise de l'État et des grandes entreprises. En 1999, Assange dépose le nom de domaine leaks.org. Il dira plus tard qu'il n'a pas fait grand-chose, il ne s'en est pas servi.
La même année, il participe au contre-sommet intermondialiste à Seattle, qui s'est déroulé en marge de la troisième conférence ministérielle de l'OMC. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un mouvement de grande ampleur. Et en 2000, il continue de tisser des liens. Il établit des contacts à l'occasion du Forum économique mondial à Melbourne. Et il suit également des cours à l'université sans passer de diplôme à la fin, mais il étudie les mathématiques, la physique, la philosophie, les neurosciences. Il s'intéresse à énormément de domaines. Et il développe une réflexion à la fois sur le journalisme, sur la morale, l'engagement et le principe, ce qu'on pourrait appeler le principe du dévoilement. Ça fait référence déjà à ce que j'ai mentionné tout à l'heure. On ne peut lutter contre les injustices qu'à partir du moment où elles sont révélées. Voilà, ça c'est un principe directeur pour lui. La fondation de Wikileaks, eh bien, ça aura lieu en 2006. Alors, Wikileaks, c'est une petite structure, hein. C'est une dizaine de personnes et avec quelques alliés à travers le monde. Et pour l'anecdote, Julian Assange a fini de coder Wikileaks, en tout cas l'instrument qui permet de transmettre les documents de façon anonymisée, à Paris, dans un petit appartement parisien. Et cet outil, donc Wikileaks, vise à permettre à des lanceurs d'alerte de faire fuiter des documents d'intérêt public en protégeant leur identité par un système de cryptage. Voilà, car une personne qui, appartenant à une organisation, constaterait des méfaits et souhaiterait que ça se sache, bien, on peut aisément imaginer que un de ses soucis, c'est de ne pas être identifié. Donc, Julian, à travers ses réflexions, a dit qu'il faut permettre à des personnes qui veulent dénoncer des méfaits, alors pas forcément d'organisations auxquelles elles appartiennent, mais des documents qu'elles auraient en leur possession. Voilà, de permettre de les faire fuiter sans risquer des répercussions ou des poursuites. Le Wikileaks est à la convergence en fait, de deux mouvements, celui des médias alternatifs qui explose à ce moment-là, et celui de l'Internet libre. Donc c'est une espèce de croisée de deux mouvances. Et Wikileaks donc, marche sur les pas des cypherpunks et oppose la transparence des États à la vie privée des citoyens et cherche à exposer les premiers, les États, et à protéger les seconds, les citoyens, en mettant la cryptographie vraiment au centre et en faisant un fondement de la liberté et de la démocratie. Julian estime que le droit à la transparence des gouvernements et des puissants est un droit démocratique, devrait être un droit démocratique fondamental. Les premières révélations auront lieu dès 2007. Je vais aller assez vite parce que bon, ce n'est pas exhaustif, mais j'en mentionne quand même beaucoup. Il y a par exemple un rapport qui expose des faits de corruption au Kenya qui éclaboussait le président de l'époque. Et la révélation de ce rapport aura une répercussion sur le cours des élections qui avaient suivi. Donc déjà, là, Wikileaks a eu un impact sur la vie politique. Et Wikileaks publie également un manuel qui répertorie les conditions de détention, les punitions et récompenses dans le camp militaire de Guantanamo, le camp militaire américain. Et il y a des détails sur des pratiques d'humiliation, les tortures pratiquées. Et on met même dans ce document, on apprend comment les responsables du camp masquaient des sévices à la Croix-Rouge internationale. Comment il fallait procéder pour ne pas que ça se sache. Wikileaks se révèle également un rapport classifié de l'armée américaine sur la bataille de Fallujah en Irak en 2004. Et notamment, on apprend dans ce rapport que l'armée américaine a utilisé du phosphore blanc. Les révélations de cette époque passent relativement inaperçues, ça poussera Julian Assange à opter pour une coopération avec les grands médias traditionnels en amont pour donner plus de répercussions aux révélations. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est une petite structure et Julian Assange, à ce moment-là, travaille pratiquement seul. Il sera épaulé par Daniel Domscheit-Berg, qui est un informaticien allemand rencontré à Berlin, qui participera à l'aventure Wikileaks pendant quelques années. On verra dans quelles conditions il la quittera.
En 2008, le Wikileaks révèle que Julius Baer, qui est l'une des plus grandes banques privées suisses, a mis en place un système complexe de sociétés écrans installées dans les îles Caïmans. Et Julius Baer a parmi ses clients de nombreuses célébrités. Cette affaire aura pas mal de répercussions, je ne m'étends pas, mais pour ceux que ça intéresse, il y a de nombreux détails dans le livre aussi. Les bibles secrètes de la scientologie également à cette époque, je ne m'étends pas sur ce dont il s'agit. Le contenu de la messagerie privée de Sarah Palin, il faut savoir qu'aux États-Unis, les élus ont l'obligation d'archiver leur correspondance dans le cadre de leur activité, leur mandat. Et Sarah Palin utilisait une adresse privée pour dissimuler certaines de ses affaires politiques, et Wikileaks révélera le contenu de cette messagerie. Wikileaks a également révélé la liste des membres du British National Party qui est partisan du suprémacisme blanc. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont révélé en premier, ils ont repris une révélation antérieure. Également un rapport confidentiel sur des pratiques des cartels bancaires en Afrique du Sud. En 2009, il y a une intensification des rapports commandés par le Congrès américain sur les pratiques des élus, et on apprend dans ces rapports notamment des éléments sur les relations des États-Unis avec Israël, ou encore des données sur l'effondrement financier de 2008. Également, la liste des emprunts douteux contractés par la principale banque islandaise Kaupthing avant son sauvetage au moment de la crise des subprimes. Et donc, cette révélation avait eu également de grandes répercussions en Islande. Et d'ailleurs, Julian Assange et Wikileaks noueront une relation importante avec l'Islande. Également, le rapport Minton, qui porte sur la multinationale hollandaise Trafigura, qui est spécialisée dans le transport de pétrole et de matières premières. Et on apprenait dans ce rapport qu'en 2006, Trafigura avait déversé des déchets toxiques dans des décharges d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que ces économies, entre guillemets, avaient affecté 108 000 personnes, et le rapport avait été enterré. Wikileaks a également révélé des échanges qui ont lieu issus de pagers lors des attentats du 11 septembre, de très nombreux échanges, ceux du Pentagone, de la police de New York. Je ne m'étends pas davantage là-dessus. En 2010, c'est l'année de la notoriété mondiale, et avec notamment une vidéo que vous connaissez probablement. Je vais la diffuser maintenant. Vous l'avez probablement vu à l'époque. Là, j'ai trouvé c'est un montage issu du site du Point, je crois. Voilà. We'll move, but we got 13. I'm sorry. Bypass? God damn it, Kyle. Sorry. I hit my head. Got a bunch of bodies laying there. All right, we got about 8 individuals. We're shooting some more. Better. Hey, you shoot, I'll talk. 1-8. Oh, yeah, look at those dead bastards. Nice. One guy moving down there, but he's wounded. He's getting up. If he has a weapon in his hand? No. Come on, buddy. All I gotta do is pick up a weapon. If we see a weapon, we're gonna engage. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene. Looks like possibly picking up bodies and weapons. Let me engage. Hey, we need to stop that so we can get down there. We need to stop. You see my look? Roger. Break. Crazy Horse 1-8. Request permission to engage. Picking up the wounded. Come on, let's shoot. You're taking him. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on.
Yeah, look at that, right through the windshield. All right. There was approximately 4 to 5 individuals in that truck, so I'm counting about 12 to 15. Hey, I need to get the brass to drop ramps. I got a wounded girl. We didn't take the rest of mine. Back that radio, Spear 02, fly 3 Ks on 1. Cresta 20, Commando 89ers active, Port Bravo 311. 20. And our kids go to battle. That's right. Voilà, donc cette vidéo a été présentée par Julian Assange le 5 avril 2010. Il s'agit donc d'une vidéo d'un crime de guerre, hein, c'est pas d'autre terme. Il l'a révélé lors d'une conférence au club de la presse de Washington. Et donc ce que vous avez vu, c'est issu d'images prises le 12 juillet 2007 à Bagdad. Et il s'agit d'hélicoptères de l'armée américaine qui ont tiré sur des civils à l'arme lourde. Il y a eu au moins 10 personnes tuées, dont 2 journalistes de l'agence Reuters. Les soldats américains avaient confondu leur matériel de prise de vue, notamment un appareil photo avec un objectif pour faire des plans rapprochés. Ils avaient confondu ça avec un lance-roquettes. Voilà, une erreur qui coûte la vie à 18 personnes. Et ils ont également tiré, comme vous l'avez vu, sur la camionnette d'une personne qui était venue porter secours aux personnes qui avaient subi les tirs. Et donc c'était un bon samaritain qui accompagnait ses 2 enfants à l'école. Et donc lui a été tué et ses 2 enfants ont été gravement blessés. Cette vidéo a fait 4 millions de vues sur YouTube en 3 jours. Et donc, à ce moment-là, Wikileaks connaît une exposition mondiale et son porte-parole, Julian Assange, également. Il faut savoir, parce que ça explique une partie du phénomène Wikileaks, qu'après le 11 septembre, le nombre de documents classés secret défense aux États-Unis est passé de 5,6 à 92 millions. Alors pourquoi? Parce que les agences gouvernementales, CIA, NSA, FBI, etc., avaient été critiquées après le 11 septembre pour n'avoir pas assez communiqué entre elles et de ne pas avoir réussi à déjouer l'attentat. Donc, ça explique cette prolifération de documents et aussi de nouvelles occasions de les intercepter et de s'en saisir et de les faire fuiter. Malgré une méfiance réciproque, Wikileaks décide de coopérer à ce moment-là avec de grands quotidiens nationaux pour pouvoir traiter la masse de documents et donner plus de poids aux révélations de Wikileaks. Le 7 juillet, on apprend que la source de la vidéo Collateral Murder a été identifiée. En tout cas, les États-Unis pensent l'avoir identifiée. Il s'agit de Bradley Manning, c'est un analyste de l'armée américaine qui a 22 ans et qui est mis aux arrêts dans une prison militaire au Koweït. Les révélations continuent, notamment le 25 juillet, avec le Guardian, le New York Times et le Spiegel. Les Afghan War Diaries, journaux de guerre afghans, il s'agit de plus de 90 000 rapports qui traitent de la guerre en Afghanistan sur la période de 2004-2009. Et on apprend dans ces documents de l'existence de nombreuses violations des droits humains, la pratique d'enlèvement, des détentions sans procès, des tortures, la pratique des frappes par drone qui se multiplient et qui font de nombreuses victimes civiles. Et on apprend également que les États-Unis mettent en place des manœuvres pour cacher leurs agissements au public. En 2010 également, c'est une année très, très dense pour Wikileaks et pour Julian Assange. Il va en août-septembre de cette année en Suède pour se rendre à un séminaire qui est organisé par l'aile chrétienne du Parti social-démocrate parce qu'il a l'intention de développer les activités de Wikileaks en Suède et peut-être d'installer leur dispositif là-bas. On pourra parler de cette affaire suédoise dans la séance de questions-réponses si vous le souhaitez, mais à mes yeux maintenant c'est assez clair. Il s'agit de la fabrication, de l'instrumentalisation et de la promotion d'accusations de viol qui visaient à détruire la réputation de Julian Assange, à le neutraliser par le lawfare, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique de la justice, et bien sûr à affaiblir Wikileaks. Cette affaire est en fait à son origine une demande émanant de 2 femmes suédoises avec lesquelles il avait eu des relations sexuelles à l'occasion de ce séjour,
demande que Julian Assange se soumette à un test HIV, donc, sur le sida. Et à aucun moment, elles n'ont souhaité l'accuser de viol. Mais tout cela a été orienté avec l'implication de la police suédoise. Et il faut lire le livre de Nils Melzer, qui est le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, qui a examiné de très très près cette affaire suédoise et qui fournit des éléments accablants en fait, sur l'instrumentalisation de cette affaire pour nuire à Assange. Donc cette injonction, parce que le rapport sexuel avait été en partie non protégé, donc on peut comprendre, elle souhaitait que Julian Assange se soumette à un test HIV. Et cette demande-là a été transformée rapidement en accusation de crime sexuel, puis de viol. Et cette campagne, cette affaire suédoise a eu un large succès parce que c'est la cause de la situation actuelle de Julian Assange. Il faut savoir que ce dossier-là n'est jamais allé au-delà du stade de l'enquête préliminaire. Mais par contre, il a été alimenté, maintenu en vie, sous pression, et ça pendant 10 ans. Le Women Against Rape, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, a, dans une tribune dès 2012, déclaré « Les autorités se préoccupent si peu des violences faites aux femmes qu'elles manipulent les accusations de viol à l'envi, généralement pour accroître leur pouvoir, ici pour faciliter l'extradition, voire la restitution d'Assange aux États-Unis. » Donc ce groupe de militantes avait bien compris l'usage qui était fait d'accusations de viol, qui sont des accusations sérieuses et qu'il faut prendre au sérieux, mais là pour nuire à Julian Assange, et c'était oui, ça visait à l'anéantir, sa réputation et sa capacité d'agir. Il faut savoir que Julian Assange a pleinement coopéré avec la justice suédoise, ce qu'on a peu dit, et on a même prétendu souvent le contraire dans les médias. Et puis, c'est un enchaînement de mauvaise foi et de stratagèmes pour faire durer l'affaire complètement artificiellement. Ça prend des proportions très rapidement importantes. Bien que Julian Assange ait fait une déposition à la police suédoise et répondu à toutes les questions, il le demande l'autorisation de quitter la Suède et on lui donne. Donc à ce moment-là, il quitte la Suède sans commettre aucun acte illégal. Et il se retrouve immédiatement, une fois qu'il arrive au Royaume-Uni, traité comme s'il avait fui en fait, alors qu'il avait l'autorisation de partir, et on l'accuse d'être un fugitif qui essaie d'échapper à la justice suédoise. Il y a un mandat d'arrêt européen qui est émis pour délit sexuel, et Interpol émet même une notice rouge, vous la voyez là à gauche. La notice rouge, normalement, elle est réservée à des terroristes ou à des caïds du crime organisé. Mais là, voilà, quelqu'un qui n'est pas inculpé, on est dans le cas d'une enquête préliminaire, il n'y a rien, et il subit une notice rouge d'Interpol. Et bien sûr, d'ailleurs, on sait maintenant que derrière cet acharnement et cette instrumentalisation de l'affaire suédoise, il y a les États-Unis et qui cherchent à extrader Assange pour le traduire en justice. Julian Assange le sait, puisqu'il a appris assez rapidement qu'il y avait des tractations entre les États-Unis et la Suède, et il se doutait que s'il retournait en Suède, il y avait un très fort risque qu'il soit ensuite extradé vers les États-Unis. Il se soumet quand même aux demandes de la justice suédoise, il se rend à la police britannique, il fournit un échantillon ADN, il subit 10 jours d'incarcération et il est à aucun moment la Suède accepte de fournir l'assurance qu'elle ne l'extradera pas vers les États-Unis. Julian Assange demande, je veux bon en Suède, mais donnez-moi la garantie que vous ne m'extraderez pas vers les États-Unis, et la Suède refuse systématiquement. Malgré cette affaire, les révélations continuent. Alors l'affaire suédoise crée des remous, mais c'est des histoires de désaccords personnels aussi. Daniel Bomschelder quitte Wikileaks, mais la petite équipe de l'organisation avait été renforcée précédemment par Christine Hrafnsson et Sarah Harrison, alors un Islandais et une Britannique,
qui ont joué un grand rôle dans Wikileaks et qui continuent pour la plupart. À ce moment-là, Wikileaks travaille avec les journalistes du Guardian, du Spiegel, du New York Times et du site Iraq Body Counts sur les Iraq War Logs, donc encore des documents sur la guerre en Irak, sur la période 2004-2009. Et ces documents qui ont été fournis par Chelsea Manning dévoilent en fait la distance entre le conflit qui est vendu à la population par la propagande et la réalité de la guerre, qui est traversée par des crimes de guerre, des assassinats de civils non combattants. On apprend notamment en lisant ces documents que sur les 109 000 morts qui sont répertoriés, il y a 60% de civils, et notamment des personnes qui ont été abattues, dont des femmes enceintes, abattues en s'étant trop approchées de checkpoints. Il y a également une révélation qui concerne la CIA, Red Cell Memorandum, qui dévoile une manipulation de l'opinion publique en Europe pour obtenir, sinon son consentement, au moins son apathie face aux guerres d'Irak et d'Afghanistan. Alors, tous ces documents, je vous encourage à les lire, hein, parce que quand on parle de la CIA, certains s'imaginent immédiatement qu'on se verse dans le conspirationnisme, mais tout ça maintenant est établi. Hein. Toutes les révélations de Wikileaks sont authentiques. Aucun des documents révélés ne s'est avéré faux. C'est 100% d'authenticité. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à tous ces documents. Et notamment, on apprenait dans ce document que la CIA avait dans l'idée qu'il fallait jouer sur la popularité du président Obama pour faciliter la continuation de la guerre et en instrumentalisant notamment aussi le sort des femmes afghanes. On a vu que ça s'est poursuivi bien au-delà. À cette époque-là, les médias partenaires prennent de plus en plus leur distance, alors du fait de l'affaire suédoise, mais aussi parce que peut-être que l'ampleur des révélations commence à les embarrasser. Et le 2010, l'année forte, se poursuit avec, vous avez sans doute entendu parler de tout cela, en 2010, le Cablegate, avec plus de 250 000 câbles diplomatiques qui sont révélés, des câbles qui proviennent des États-Unis, des ambassades, des consulats, etc., et qui couvrent la période qui commence aux années 70. Et c'est extrêmement riche. Hein. Wikileaks met en place un système de recherche où on peut faire par mots-clés ou explorer ces câbles. Et ces révélations confirment la soumission généralisée de la politique à la politique étrangère des États-Unis et révèlent aussi le mépris avec lequel les États-Unis traitent nombre de leurs alliés. Vous voyez, Le Monde a participé, était parmi les médias partenaires à ce moment-là. Julian Assange est très mécontent de l'attitude du New York Times qui a écrit qu'il avait du sang sur les mains, donc il a exclu le New York Times du projet, mais il continue de collaborer avec le Guardian. Mais là aussi, les relations se détériorent. Dans le livre, il y a un article de Julian Assange lui-même qui parle de toute cette période avec le New York Times et le Guardian. Il raconte en détail ce qui s'est passé. C'est assez intéressant à lire. Et ça explique aussi l'animosité de ces médias par la suite. J'ai dit Le Monde, donc on participe aussi aux publications sur des sujets d'intérêt régional avec El País et le Spiegel également. Parmi toutes c'est extrêmement riche, hein, le Cablegate, mais je donne quelques exemples des révélations qu'on y trouvait, notamment le fait que l'Arabie Saoudite, Israël, la Jordanie et Bahreïn avaient fait pression sur les États-Unis pour qu'ils attaquent l'Iran. Également que dès 2006, déstabiliser le gouvernement syrien était une motivation centrale de la politique américaine. On apprenait également que Hillary Clinton avait fait espionner le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et qu'elle avait demandé au département d'État de collecter des données biométriques, y compris des empreintes, des photos d'identité, de l'ADN, des scans rétiniens de dirigeants africains. On estime à juste titre que le Cablegate a grandement contribué au déclenchement des printemps arabes et qui a amené au renversement de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte, puisqu'il y avait de nombreuses révélations concernant ces pays. Et il n'est pas exagéré de dire que ça fait partie des éléments déclencheurs.
mais aussi également, ça a alimenté le mouvement des indignés en Espagne et celui de Occupy aux États-Unis. C'est une affaire peut-être un peu trop complexe et longue pour la traiter en détail, mais à ce moment-là, les 2 journalistes du Guardian commettent une grave erreur, c'est-à-dire qu'ils publient un mot de passe qui permet d'accéder à l'intégralité des câbles diplomatiques non expurgés, c'est-à-dire avant le processus qui vise à enlever des noms pour protéger les personnes. Et il publie dans un livre le code, ce qui permet à des personnes de retrouver les archives et de récupérer l'intégralité des documents. On attribuera cette erreur à Julian Assange, alors qu'en fait, ce sont 2 journalistes qui ont commis cette grave erreur. Julian Assange essaiera par contre de la rattraper et de limiter les dégâts, notamment en contactant les autorités américaines. Mais il faut se souvenir que l'erreur ne vient pas de lui. En 2010, il est sacré homme de l'année par le Monde, et vous voyez qu'il fait également la une du Time. Voilà, il est au sommet, mais on sent une lame de fond derrière lui, avec de plus en plus d'hostilité et d'attaques. Il y a ce procès en irresponsabilité. On l'accuse d'avoir de mettre sur la place publique des documents non expurgés qui exposent des personnes à des dangers, ce qui est faux, ce n'est pas établi du tout. Et puis, évidemment, il y a cette affaire suédoise qui est instrumentalisée, promue, amplifiée, et qui conduit nombre de commentateurs maintenant à associer systématiquement Julian Assange au terme sulfureux ou controversé, et c'est toujours le cas maintenant. En novembre 2011, la Haute Cour de Londres confirme l'extradition de Julian Assange vers la Suède, et la défense de Julian Assange tente un recours devant la Cour suprême, mais en vain. La Cour suprême se prononce pour l'extradition, donc l'étau se resserre autour de Julian Assange, et on sent que l'extradition vers la Suède et vers les États-Unis ensuite s'approche. Donc, il choisit de briser le bracelet électronique qu'il portait à la cheville, et il se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et il obtiendra l'asile politique sous la présidence de Rafael Correa, qui est le président équatorien de l'époque. Dans ces premières années de réclusion dans l'ambassade, donc il y restera 7 ans tout de même, les révélations de Wikileaks se poursuivent. Il y a notamment les Syria Files, c'est des courriels qui concernent à la fois le pouvoir syrien, mais également l'opposition. C'est énormément de documents. Le même mois, le juge espagnol Baltasar Garzón prend la tête de l'équipe de défense de Wikileaks et de son fondateur. Il va coordonner donc toute une équipe pour essayer d'explorer toutes les possibilités du droit pour l'extraire de sa situation. Wikileaks participe à l'exfiltration en 2013 d'Edward Snowden à Hong Kong. Vous savez qui est Edward Snowden, je pense, l'ancien analyste de la CIA et de la NSA, qui a fait des révélations extrêmement importantes sur le système de surveillance des États-Unis. Et donc Wikileaks l'aide de Hong Kong. C'est Sarah Harrison elle-même qui se rend sur place. Et Snowden finira par avoir l'asile en Russie, mais ce n'est pas là qu'il comptait aller. Il comptait aller en Amérique du Sud, mais les États-Unis ont invalidé son passeport alors qu'il se trouvait en transit dans l'aéroport de Moscou, ce qui fait qu'il s'est retrouvé coincé sur le sol russe, et après a eu l'asile politique en Russie. Mais contrairement à ce que disent certains commentateurs malveillants, il avait l'idée dès le départ de se réfugier en Russie. En août 2013, Chelsea Manning, que vous voyez sur la photo en dessous, est condamnée à 35 ans de prison pour espionnage. Pendant ces années de réclusion, elle subira des actes de torture, elle sera poussée au suicide à plusieurs reprises. En mai 2017, sa peine sera commuée par le président Obama, mais elle sera réincarcérée en mai 2019, et il s'agissait à ce moment-là de la contraindre à témoigner contre Julian Assange, ce qu'elle ne fera pas. Elle tiendra bon malgré ses souffrances et son martyre.
Les révélations continuent, je passe plus vite, les Saudi Cables qui concernent l'Arabie Saoudite. Wikileaks établit un partenariat avec Libération et Mediapart et qui montrera que la NSA a espionné les présidents français Chirac, Sarkozy et Hollande. Donc la France pour être reconnaissante à l'égard de ce qu'a fait Assange à cet égard. C'est dans la lignée aussi, dans la suite des révélations de Snowden. Mais des collaborateurs également des présidents sont espionnés, mais la chancelière allemande, des hauts dirigeants allemands. En 2015, publie une lettre ouverte à François Hollande, laissant entendre qu'il a des liens avec la France et que celle-ci pourrait envisager de lui donner l'asile politique. Eh bien, moins d'une heure après la publication de cette lettre ouverte, l'Élysée fait savoir qu'il demande si elle intervenait, eh bien, ne recevrait pas un avis favorable. Grâce à l'action de Balthazar Garzón et de son équipe, en février 2016, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire condamne la situation de Julian Assange, qui est donc reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres, et parle de privation arbitraire de liberté et estime que la Suède, en se comportant ainsi, en s'acharnant sur Assange, viole ses obligations en matière de droit international. En 2016 et 2017, Assange s'attirera la fureur de clans puissants aux États-Unis, à la fois du côté démocrate, le clan Clinton, mais aussi la CIA par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez sans doute en mémoire qu'en 2016, avant l'élection présidentielle, Wikileaks a rendu public des courriels provenant du DNC, qui est l'organisme qui dirige le Parti démocrate. Et dans ces courriels, on apprenait que Hillary Clinton avait été favorisée au détriment de Bernie Sanders pendant le processus des primaires. Et ces révélations secouent le DNC et ça amènera à la démission de 5 hauts responsables de cet organisme, dont la présidente Debbie Wasserman Schultz. Suite de ces révélations concernant le clan Clinton, à quelques semaines de l'élection présidentielle en octobre 2016, Wikileaks révèle les courriels de John Podesta, qui est le directeur de campagne de Hillary Clinton, et on apprend une nouvelle fois que Hillary Clinton a été favorisée dans les débats aux primaires face à Bernie Sanders, car elle connaissait à l'avance les questions qui seraient posées. On apprend également grâce à Wikileaks, que des extraits des conférences d'Hillary Clinton payées par Goldman Sachs en 2013, avec une très grande proximité d'Hillary Clinton avec Wall Street. On apprend également que sa fondation, la fondation Clinton, la fondation avec son mari, est financée par l'Arabie Saoudite. On accusera Julian Assange d'une complicité avec la Russie, parce que certains disent que le piratage des courriels du DNC est l'œuvre de hackers russes, ce qui s'est répété sans cesse dans les médias dominants, et moins dominants parfois, mais ce n'est pas du tout établi. Il n'y a pas de preuve que ces documents ont été obtenus grâce à des hackers russes travaillant pour le service pour Moscou. La preuve n'est pas établie. Et on essaiera d'associer Julian Assange à la Russie avec ses accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine. Et on le rendra donc de fait responsable de la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump. Et là, il perdra beaucoup de soutien à gauche, entre guillemets, car on estimera qu'il est responsable de l'élection de Donald Trump. Il va rendre furieux la CIA en publiant en 2017, Wikileaks publie une série de documents sur les systèmes de surveillance électronique de la CIA. Le document s'appelle Vault 7, et donc on apprend que la CIA pirate les ordinateurs sous Windows et Apple, et les systèmes iOS et Android, donc pratiquement tous les smartphones.
est aussi capable de transformer les Smart TV de Samsung en appareils d'écoute et que les messageries cryptées plus ou moins sécurisées sont également fragilisées. On apprendra par la suite que Mike Pompeo, à ce moment-là, a vu rouge et qu'il voulait la peau de Julian Assange. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Dans les dernières années de l'ambassade qui mèneront à l'arrestation de Julian Assange, l'affaire suédoise continue. La procureure Marianne Lee décide finalement d'envoyer un magistrat à Londres pour recueillir des positions de JA, de Julian Assange. Et toujours sur cette affaire, alors qu'elle avait refusé de l'entendre par visioconférence ou de dépêcher un magistrat pour recueillir sa déposition, elle accepte finalement de le faire. Et en mai 2007, la Suède classe ensuite la plainte. Du côté de l'Équateur, il y a de grands changements puisque Lénine Moreno succède à Rafael Correa et ça déclenchera une dégradation très forte des conditions de séjour de Julian Assange dans l'ambassade. Notamment, on lui coupera son accès à Internet, il recevra l'interdiction de pratiquer le journalisme et de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ses visites seront très limitées et on ira même jusqu'à lui confisquer son matériel de toilette. Vous savez que quand les images que vous avez vues quand il a été enlevé de l'ambassade et qu'il avait cette longue barbe, ce n'était pas un choix esthétique de sa part. C'est parce qu'on lui avait confisqué le matériel qui lui permettait de se raser, vous voyez, pour qu'il ait cette apparence hirsute. En septembre 2017, en partenariat avec Mediapart, La Repubblica, Wikileaks publie les Spy Files Russia. On dit souvent que Wikileaks n'a rien publié sur la Russie, c'est faux. Il y a ces documents qui ont servi dans le cadre de procès, je crois, contre l'État russe. Il y a également dans le Cablegate des documents qui concernent la Russie. Donc, dire que le Wikileaks a totalement épargné la Russie dans ses révélations, c'est tout simplement faux. En novembre 2018, le Guardian publie un article affirmant dans un premier temps, puis après mettant cela au conditionnel, que Paul Manafort, qui est l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, avait rencontré Julian Assange dans l'ambassade et que Julian Assange avait également rencontré certains Russes, écrit le Guardian. Et ceci est une fausse information. Julian Assange et Paul Manafort ne se sont jamais rencontrés. Ces rencontres n'ont pas eu lieu, mais encore une fois, c'était pour essayer de créer un lien entre Assange, Trump, la Russie, voilà, cette nébuleuse sulfureuse pour le discréditer. Et cette fausse information sera immédiatement reprise par Libération, qui s'est jeté dessus et qui ne la rétractera jamais, à ma connaissance. L'article est toujours en ligne et Libération n'a pas publié de correctif. Les choses s'accélèrent. Julian Assange est déchu de sa nationalité le 11 avril 2019 et il est interpellé dans l'enceinte même de l'ambassade, ce qui est un fait unique, je crois, dans l'histoire. Les forces les policiers britanniques l'extrait de force. Vous avez peut-être en tête ces images. Là, on en voit un photogramme avec cette fameuse barbe. Tous les effets personnels de l'ambassade seront envoyés aux États-Unis, enfin une grande partie en tout cas, et notamment sa stratégie de défense, ce qui ne facilitera pas les choses par la suite. Julian Assange est déclaré coupable d'avoir violé les termes de sa libération conditionnelle puisqu'il a brisé son bracelet électronique et il est envoyé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, qui est normalement conçue pour des terroristes et de très grands criminels. Juste à ce moment-là, à la demande d'une des plaignantes, la justice suédoise rouvre le dossier d'Assange pour délit sexuel, donc de nouveau l'affaire suédoise revient. Pour le non-respect des termes de sa libération conditionnelle, Julian Assange est condamné à 50 semaines de prison, ce qui est pratiquement le maximum légal. On voit encore là l'acharnement. Pour éviter que Assange ne soit libéré, après avoir purgé cette peine de 50 semaines, le grand jury états-unien qui se réunissait secrètement
depuis longtemps, l'inculpe formellement, donc il dévoile ses cartes, et l'inculpe de 18 chefs d'accusation qui reposent essentiellement sur l'Espionage Act de 2017, qui est une loi interne aux États-Unis, créée dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et qui est utilisée ici pour s'en prendre à un journaliste australien, donc il n'a pas la nationalité américaine. Et il risque jusqu'à 175 ans de prison aux États-Unis. On essaie d'effacer sa nature de journaliste, et les États-Unis prétendent qu'il a aidé Chelsea Manning à craquer un mot de passe pour accéder aux documents classifiés. Cela vise à le renvoyer à un simple pirate informatique. Et c'est une façon aussi de contourner le premier amendement qui protège la liberté d'informer. Les audiences d'extradition sont préparées dès juin 2019, mais il y a une nouvelle série de charges qui sont présentées au dernier moment dans des conditions vraiment inacceptables du point de vue de la loi, normalement, du droit. Je vais passer assez rapidement, mais la justice britannique a semble-t-il, gravement dysfonctionné dans ce cas-là, en acceptant de la part de la partie américaine des choses qui ne devraient pas l'être. L'affaire suédoise est close en novembre 2019. Elle a duré un an, et il faut savoir que cette affaire a été ouverte et close 3 fois. C'est pour la maintenir comme ça en vie quand c'était utile pour nuire à Julian Assange. Elle a ruiné sa réputation, mais les médias en rendront peu compte de cette issue, du fait que tout est abandonné. Les audiences commencent en février 2020 pour statuer sur cette demande d'extradition. Le mois suivant, on apprend que Chelsea Manning est libérée. Elle vient de faire une nouvelle tentative de suicide. Voilà, elle n'a pas craqué, elle n'a pas collaboré pour livrer des informations sur Julian Assange, mais voilà, elle est libre jusqu'à maintenant, mais évidemment gravement atteinte par cette affaire. En avril 2020, on a une nouvelle sur le plan personnel importante, puisque Stella Morris, qui est l'avocate de l'équipe de Wikileaks, révèle qu'elle a eu 2 enfants avec Julian Assange quand celui-ci était réfugié à l'ambassade. Elle choisit de le faire parce que, à vrai dire, elle n'a plus vraiment le choix, parce que la juge britannique s'apprêtait à révéler son existence et la nature de sa relation avec Julian Assange. Les audiences reprennent en septembre-octobre 2020. Il y a eu un délai à cause du coronavirus. La juge affiche sans arrêt un biais très favorable à la partie états-unienne, et Julian Assange est traité de façon indigne. Il est placé derrière une cage vitrée comme s'il s'agissait d'un dangereux criminel. Il peut difficilement communiquer avec ses avocats. Et peut-être autre couche de persécution, les médias ne couvrent pratiquement pas ces audiences d'extradition. Donc, ne rendent pas compte en fait de la persécution en cours. Je vous l'ai dit, l'extradition a été refusée en début 2021 pour raison de conditions de santé psychologiques. Mais l'administration Biden a fait appel de la décision, et donc voilà, ça continue. On attend le résultat de la décision quant à l'appel en décembre prochain. Je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être passer très rapidement sur ces éléments. Pourquoi on peut parler de persécution? Là, je fais une copie d'écran d'un article de Yahoo News qui a confirmé que la CIA avait envisagé de kidnapper et d'assassiner Julian Assange quand il était dans l'ambassade. Je passe rapidement parce que j'ai trop parlé, il faut laisser de la place aux discussions. Pourquoi il y a persécution? Parce qu'il y a eu un blocus financier et des attaques informatiques répétées contre Assange et Wikileaks. Je liste ici toute une série de mesures qu'ils ont subies. Wikileaks a été qualifié d'organisation terroriste par des commentateurs et des responsables politiques américains, notamment Sarah Palin. Je vous passe rapidement cette courte vidéo parce qu'elle est très, très éloquente, et après j'accélère pour qu'on passe aux questions.
high-tech terrorists. Cyber terrorist and information terrorism. Shut it down. We're going to hang you. Use a drone or something. A bullet in the brain. Illegally shoot the son of a. Information warfare is warfare. And Julian Assange is engaged in warfare. Information terrorism, which leads to people getting killed, is terrorism. And Julian Assange is engaged in terrorism. He should be treated as an enemy combatant. WikiLeaks should be closed down permanently and decisively. Should the United States do something to stop Mr. Assange? We're looking at that right now. The Justice Department is taking a look at that. I would argue that it's closer to being the high-tech terrorist than the Pentagon Papers. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. The head of WikiLeaks is not a particularly credible source in my mind. He is a, to me, in my mind, he's a criminal, and he ought to be hunted down and grabbed and put on trial for what he has done here. I think the man is a high-tech terrorist. He's done enormous. Assange. Yeah, he needs to be prosecuted to the fullest extent of the law, and if that becomes a problem, we need to change the law. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. You don't want to act panicked and have the. Well, you don't have to act panic. You can act tough and say, if we catch you, we're going to hang you. Yeah. Well, whatever. We heard some of that from Holder. Julian Assange is a cyber terrorist in wartime. He's guilty of sabotage, espionage, crimes against humanity. He should be killed. How is it? How is it that the WikiLeaks guy remains free? Back in the old days when men were men and countries were countries, this guy would die of lead poisoning from a bullet in the brain, and nobody would know who put it there. The way to deal with this is pretty simple. We got special ops forces. I mean, a dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a. It's time that the Obama administration treats WikiLeaks for what it is, a terrorist organization whose continued operation threatens our security. Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Shut it down, Attorney General Holder. Éloquent, n'est-ce pas, hein? J'accélère, comme je l'ai dit. Donc, pourquoi on veut parler de persécution? Parce qu'il y a une pratique de lawfare très, très sophistiquée. On a appris, grâce à des révélations par les Anonymous et Wikileaks, qu'il y avait un acte d'accusation sous scellé contre Assange. On a appris ça dès 2012, mais ça datait de 2011. Qu'il y avait des projets de persécution par le lawfare vis-à-vis d'Assange dès cette époque-là. Je vous renvoie au livre qui détaille tout cela. Pourquoi on peut parler de lawfare? Pour l'affaire suédoise, évidemment, la notice rouge d'Interpol, le côté démesuré du mandat d'arrêt européen, etc. L'attitude du Royaume-Uni aussi et de son traitement de Julian Assange. L'attitude de la Suède avec cette volonté d'entretenir cette affaire, de la faire durer comme ça pour le ligoter. On sait aussi, grâce à des révélations obtenues par Stéphanie Amoridi, qui était une journaliste d'investigation, que le Royaume-Uni a fait pression sur la Suède pour entretenir cette affaire, alors qu'à un moment, la justice suédoise avait envisagé de l'abandonner, mais on l'a fortement encouragé à continuer à poursuivre Assange. Je passe sur différents éléments. Un élément très important, mais je ne m'étendrai pas, c'est que le principal témoin à charge contre Julian Assange sur le volet du piratage informatique, qui est un Islandais qui s'appelle Thordarson, a reconnu en 2021 qu'il avait menti et donc que c'était des fausses déclarations sur lesquelles reposait l'inculpation des États-Unis. Et c'était un informateur qui collaborait avec le FBI depuis 10 ans et en échange de l'immunité pour différents crimes et délits, puisque c'est un escroc, il a commis des abus sexuels sur mineurs, il a volé de l'argent à Wikileaks également, puisqu'il a un temps été
bénévole pour Wikileaks. Enfin bref, voilà sur qui repose en fait l'accusation américaine. Persécution également à cause de pratiques d'espionnage. Des cellules ont été montées pour lutter contre Wikileaks. On a appris ça dans différentes révélations. Il était préconisé parfois d'envoyer des fausses fuites pour décrédibiliser Wikileaks, de mener une campagne de presse pour ruiner l'image de Wikileaks et d'Assange et de harceler juridiquement les lanceurs d'alerte et les membres de Wikileaks. Et il y a eu une task force dédiée entièrement à lutter contre Wikileaks avec 120 personnes qui travaillaient à neutraliser l'organisation. Le FBI aussi a participé à tout cela. Il y a l'affaire UC Global, qui était l'entreprise de sécurité qui travaillait pour le gouvernement équatorien et qui se chargeait de la sécurité de l'ambassade à Londres, et qui en fait, on l'a appris grâce à Max Blumenthal, à des documents confiés à la justice espagnole, que cette société en fait travaillait pour la CIA et espionnait Julian Assange et ses visiteurs pour la compte de la CIA. Tous les enregistrements étaient envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. Et l'article de Yahoo News que je vous ai montré renforçait ces éléments avec de nouveaux témoignages issus des services de renseignement américains, de la CIA, où maintenant on sait que la CIA a envisagé d'assassiner ou de kidnapper Julian Assange. Mike Pompeo était furieux à ce point-là contre Julian Assange que ça faisait partie des plans qui circulaient. La négligence et la torture, je vais passer rapidement aussi parce qu'il faut passer à la discussion. Quand il était à l'ambassade, on ne lui donnait pas accès à des soins médicaux appropriés. Il devait notamment passer une IRM et pour cela, il devait sortir de l'ambassade. On ne l'y a pas autorisé, donc c'est de la maltraitance. Hein. Niels Melzer, dont j'ai parlé tout à l'heure, a examiné Julian Assange et avec 2 experts médicaux, et ils sont venus à la conclusion qu'il subissait de la torture psychologique. Je vous laisse lire la citation si vous le souhaitez. Un collectif également de médecins a publié une tribune dans le Lancet dont le titre est éloquent: Mettre fin à la torture et à la négligence médicale de Julian Assange. Leur texte, le premier, est reproduit dans le livre. Et puis, Julian Assange subit maintenant aussi également de mauvais traitements en prison, car il est à l'isolement pratiquement toute la journée. Et il manque énormément de stimulation. Et on sait qu'il a envisagé de nombreuses fois de mettre fin à ses jours. Les médias ont également persécuté Assange. Je passe rapidement des unes de journaux où il s'agissait de le salir, de lui nuire. Il s'agit du Daily Mail britannique, le New York Times, le Washington Post, avec des éléments pour répéter, ressasser, pour l'unir aux yeux du public. Le Times également, le Guardian, avec l'affaire de la fausse visite de Paul Manafort dans l'ambassade équatorienne. Un éditorialiste du Guardian qui prétend que la seule chose qui retient Julian Assange de sortir de l'ambassade équatorienne, c'est son orgueil, qu'il pouvait sortir quand il le voulait, il n'y avait aucun problème. CNN, Bloomberg également. Le Monde, j'ai fait une longue analyse de cet éditorial du Monde dans le livre, je vous y renvoie, je n'en parle pas davantage, mais c'était une défense pour le moins ambivalente de Julian Assange. Charlie Hebdo a sali également Assange. Vous voyez le titre Assange ou Asshole, je ne traduis pas, je pense que tout le monde a compris. Le Canard enchaîné qui n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu pour aider Julian Assange, vous voyez dans ce bref article, on dit qu'il a parfois dérapé. Voilà, c'est toujours le côté sulfureux, controversé qui revient, parfois dérapé. À quel moment, pourquoi? Je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette citation et je vous demande de savoir, est-ce que vous savez de qui elle vient? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Je la lis. Il y a plein de raisons légitimes d'être indifférent au sort de Julian Assange, arrêté jeudi 11 avril par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur, où il s'était réfugié depuis près de 7 ans. Les accusations de violences sexuelles qui le visent en Suède, son aventurisme égocentrique dans la gestion de Wikileaks qui a fait le vide autour de lui, sa dérive déontologique vers la diffusion brute de documents sans travail de vérification ni de contextualisation, son obscure complaisance, à tout le moins, pour le pouvoir russe et son jeu géopolitique. Alors voyez, c'est une espèce de condensé
de toutes les calomnies, les fausses informations sur Julian Assange. Alors, qui a écrit ça? Eh bien, c'est Edoui Plenel, sur Mediapart le 15 avril 2019, donc juste après l'enlèvement de Julian Assange dans l'ambassade. Je dois quand même reconnaître que Edoui Plenel s'est un peu rattrapé par la suite en participant à un événement à la Bourse du Travail à Paris en défense de Julian Assange, mais en 2019, s'il était aussi mal informé sur Julian Assange et la réalité de son action, ce n'était pas très bon signe. Voilà pourquoi il y a une telle faiblesse de la solidarité autour d'Assange. Je pense que j'ai déjà parlé de tous ces éléments, donc je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Pour moi, l'affaire Assange, ça devrait être l'affaire Dreyfus de notre temps. La différence avec l'affaire Dreyfus, c'est que Dreyfus était un innocent, mais qu'il n'avait pas, c'était pas un journaliste qui publiait des révélations, Julian Assange est persécuté pour ce qu'il a fait en tant que journaliste. Et je vous livre cette citation de Richard Falk qui résume bien l'affaire. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien voilà, il y a le livre. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Merci de m'avoir écouté trop longuement parce que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Alors, si vous avez des questions, est-ce que Pierre Garlin, vous souhaitez poser votre question à Laurent Doré? J'active mon micro. Est-ce que vous voulez que j'active aussi la caméra? Comme vous voulez, oui, ce serait agréable de vous voir, Pierre. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une question, parce qu'il se trouve que j'ai trouvé que la présentation est excellente. Moi, je suis cette affaire Assange, principalement dans les médias anglophones, critiques évidemment, et le journaliste critique. Et je peux donc dire que cette présentation est excellente. Tous les points importants sont touchés. Je voudrais juste demander à Laurent Doré d'approfondir un peu les raisons du non-soutien officiel d'Assange. Parce que, d'une certaine façon, je trouve que la façon dont Assange est traité, c'est une illustration du fonctionnement des médias depuis une dizaine d'années. Et il y a dans la préface de George Orwell de Animal Farm, la ferme des animaux, préface qui était censurée. Aujourd'hui, Orwell, c'est un dieu, mais il était censuré. Il parle du fait que la presse, à l'époque, on disait juste la presse, est possédée par des riches propriétaires. Et donc, ça explique en grande partie. Ça, c'est un point que peut-être vous pourriez souligner. Et d'autre part, sur le Guardian, il y a eu un changement d'attitude très fort et deux journalistes indépendants britanniques ont montré que après l'affaire Assange, les services secrets britanniques sont intervenus auprès de la direction du Guardian et la direction a changé. Donc, il y a un lien qui s'est établi entre services secrets et médias. C'est aussi très, très fort aux États-Unis. Donc, si vous pouvez parler de ça. Est-ce qu'on prend d'autres interventions ou comment on procède? Si tu veux répondre à Pierre, c'est bien. J'aurais eu cette même question d'ailleurs que celle de Pierre qui est plus précis que moi, mais tu as pu souligner à un moment de l'aventure Assange que certains médias étaient tout à fait en faveur de son aventure. Et qu'il a eu plusieurs prix, qu'il a été très médiatisé, mais sur un plan positif au départ. Comment se fait-il ou comment peut-on expliquer ce retournement quasi complet, même s'il y a des défenseurs dont tu es, ce retournement quasi complet après l'avoir adoubé, on le traîne dans la boue. Il me semble qu'il y a une combinaison de plusieurs éléments. Il y a cette affaire suédoise qui vraiment lui a nui énormément. Peut-être aussi que les médias installés se sont un peu servis de ce prétexte pour
se débarrasser d'un journaliste dont ils étaient un peu jaloux, parce que qui peut prétendre, parmi la communauté de journalistes, avoir révélé autant de documents importants dans l'histoire récente? Je pense qu'il y a un degré de très grande jalousie, et puis aussi c'est ce nouveau modèle qu'instaurait Wikileaks qui devait un peu inquiéter les médias plus installés, qui se trouvaient un peu dépassés en fait par l'approche de Wikileaks et son dynamisme, et puis la qualité de ces révélations. Il me semble aussi qu'il y a l'affaire des courriels du DNC et sur la campagne d'Hillary Clinton. Je pense qu'une grande partie des médias qui penchent du côté démocrate, il y en a aussi en France, qui s'identifient beaucoup au Parti démocrate, ont estimé que Julian Assange avait conduit à l'élection de Donald Trump, et donc que c'était une faute impardonnable. De leur point de vue, certains en sont probablement authentiquement convaincus, il a aidé les Russes à faire élire Donald Trump. Donc ça, c'est voilà. Bon, c'est faux, hein, mais ils doivent avoir ça en tête. Voilà, il y a plusieurs éléments qui atteignent différents publics et qui, au final, divisent les forces des gens qui pourraient soutenir Assange, mais à gauche, on a été très réceptif à ces accusations de viol, en n'ayant pas le soin de regarder précisément de quoi il s'agissait, parce que c'est rien en fait, cette histoire, il y a rien, c'est juste du lawfare. Mais il y a quelque chose qui reste dans l'esprit. On se dit quand même, on ne va pas soutenir quelqu'un qui est accusé de viol parce que ça ne se fait pas, c'est embarrassant. Et on préfère en fait laisser quelqu'un être persécuté que de regarder vraiment de quoi il retourne. Du côté de la droite, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai diffusée, hein, il y a beaucoup de commentateurs de droite qui, eux, estiment que ben voilà, on peut pas diffuser des documents comme ça qui nuisent aux États-Unis, à l'armée américaine, aux services de renseignement américains. Donc là, le degré d'hostilité est très élevé. C'est évidemment le cas de Mike Pompeo, hein, puisqu'il était, maintenant on le sait, complètement fou furieux contre Julian Assange. Pourquoi maintenant il n'y a pas davantage de soutien? C'est vrai qu'on pourrait se dire que l'affaire suédoise est derrière nous, des gens pourraient se rallier à la cause. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce qu'il y a un effet moutonnier? Est-ce qu'on attend de voir comment se comportent les autres pour oser le faire? C'est vraiment déplorable. Les médias sont en grande partie responsables en fait, du sort de Julian Assange. Et ça continue. Alors, se réveilleront-ils un jour? Je ne sais pas. Avant sa mort, ce serait souhaitable. Hein. Laurent, je vais abuser de mon privilège et puis ensuite je passe la parole à Fabien qui a deux questions à te poser. Tu sais, sur ce qui lui est reproché, parce que je suis très sensible à ce que tu dis sur le modèle que crée Wikileaks, finalement, un modèle qui viole un peu les modèles traditionnels de la presse et qui peuvent effectivement en agacer certains. Pourquoi pas d'ailleurs Mediapart. Par contre, est-ce qu'on pourrait quand même épouser ce grief qui est fait à Wikileaks de ne pas filtrer l'information, c'est-à-dire en fait c'est un tuyau ou un robinet ouvert où l'information circule librement. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu le principe de Wikileaks? Alors oui, tu te trompes, je vais te dire pourquoi, mais d'abord il faut quand même que je précise que de nombreux médias sont opposés à l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, y compris le New York Times, le Guardian, des journaux qui l'ont assez maltraité. Mais entre faire cela qui est le minimum et réellement le soutenir, en faire une affaire Dreyfus de notre temps, on en est très loin. Il y a vraiment des ONG hein, qui le défendent aussi, Amnesty International, Human Rights Watch, des syndicats de journalistes également. Et c'est tout à leur honneur de le faire, mais on est très loin d'un mouvement d'ampleur qui permettrait de faire pression sur les États-Unis.
Alors, en ce qui concerne les publications sans filtre, comme tu dis, non, ça ne me semble pas correct parce qu'on sait maintenant que Julian Assange est quelqu'un d'extrêmement scrupuleux et il a passé sans doute des centaines d'heures à expurger les documents avant qu'ils ne soient révélés. Cette image ce procès en irresponsabilité fait partie des calomnies qui l'ont ciblé, mais en regardant en détail le fil des événements, la négligence, comme ça, la nonchalance à l'égard des informations qui sont répandues sur Internet sans égard pour les répercussions, il n'y a pas d'éléments qui justifient cela. Et les États-Unis ont été incapables de fournir un exemple d'une personne qui aurait été mise en danger à cause des révélations de Wikileaks. C'était un argument que la partie états-unienne essayait de faire valoir, mais ils n'ont pas réussi à fournir un exemple d'une personne qui est mise en danger à cause de Wikileaks. Donc, non, je pense que Julian Assange et Wikileaks sont scrupuleux et ne font pas n'importe quoi avec les documents qu'on leur confie. Si on me fournit un exemple en fait d'un document qu'il était malvenu de révéler, qui a mis quelqu'un en danger, je veux bien examiner, mais je n'en ai pas connaissance. Oui, de toute façon, hein, pour ce qui me concerne, en tout cas, ce n'est pas un procès à charge. C'est-à-dire que je pensais que le principe de Wikileaks, c'était de mettre à disposition des informations remontées de sources anonymes à disposition du grand public. Donc, sans filtre, mais sans filtre... ce n'est pas un manque d'éthique, c'est simplement que quand on met des millions d'informations à disposition du public, on met un peu tout ce qui passe. Donc, une fois encore, cette image du robinet, ce qui n'est pas en soi une critique, me semblait être caractéristique de ce que faisait Wikileaks. Alors, non seulement il y a l'action d'expurger les documents, de les analyser pour mesurer les éventuelles répercussions, mais il faut savoir que Wikileaks a des documents qu'ils n'ont pas révélés. Ils ont gardé certains documents en estimant que ce n'était pas opportun de le faire, qu'il y avait des risques de mise en danger. Sur des câbles diplomatiques, tous n'ont pas été révélés. Il y a de très nombreux documents qui n'ont pas été mis sur la place publique. Donc, Wikileaks, ce n'est pas un déversoir irresponsable de documents confiés par des lanceurs d'alerte. D'accord. Fabien, vous aviez 2 questions à poser. Oui, bonsoir Laurent, merci pour la présentation. J'aurais une question d'abord, une question juridique et puis une question politologique, on va dire. La question juridique, c'est de savoir si le comportement du gouvernement américain est justifié par toutes les décisions qui ont été prises pour resserrer le droit américain depuis le Patriot Act de 2001, ce qui est arrivé depuis ce qu'on sait. Et si par exemple une déclaration telle que celle qu'on a entendue, que tu as présentée, de Hillary Clinton, qui dit que les intérêts étrangers des États-Unis sont compromis par Assange, est-ce que ça c'est un discours qui est juridiquement recevable aujourd'hui par la loi américaine ou pas? Ça, c'est ma première question. J'espère qu'elle est claire. C'est bon? Et la deuxième question, plus spéculative, on va dire, je rejoins ce que François Bess a écrit sur le chat. J'ai bien aimé la comparaison avec l'affaire Dreyfus, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Dreyfus, la gauche, entre guillemets, est apparue à éclos, on va dire, pour soutenir Dreyfus, et aujourd'hui, la gauche, elle ne soutient pas Assange. On fait l'exemple de Vin Plenel, qui est censé être de gauche, pour la bonne conscience de gauche, et on voit bien qu'il l'enfonce. Alors, est-ce que ça, c'est dû à la polarisation, on va dire, du discours en France, qui fait que si on ne soutient pas, par exemple, Biden, on soutient Trump, ou si on ne soutient pas le gouvernement américain, on soutient les Russes? J'ai l'impression qu'il y aurait un genre de jeu de ping-pong qui fait qu'aujourd'hui, Assange ne pourrait pas être soutenu sans être un pro-russe. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision binaire, tristement binaire de la situation autour de Assange qui fait qu'il n'est pas soutenu par la gauche? Oui, il me semble qu'il y a une polarisation extrême et qu'il est très difficile maintenant de faire valoir des arguments de principe.
de défendre des positions, de chercher la vérité, d'essayer d'établir les faits. On est sans cesse renvoyé en fait aux conséquences possibles, ou alors à ce que ça dit des positions profondes de la personne. Ah, si vous défendez Assange, c'est qu'en fait vous êtes pro-russe, pro-Trump, et on refuse de s'en tenir aux faits, aux arguments solides. C'est toujours l'arrière-plan politique, quel clan vous cherchez à avantager. Si vous faites ça, c'est que ça dit quelque chose sur autre. Enfin, c'est extrêmement préoccupant en fait, ce climat intellectuel et médiatique. Et il y a un très bon journaliste que certains d'entre vous connaissent sûrement, Glenn Greenwald, qui s'alarme beaucoup de ce climat qui est extrêmement nocif pour la qualité du débat public notamment, mais aussi qui peut avoir des répercussions assez graves sur la vie de certaines personnes. Donc, pourquoi la gauche française ne défend pas davantage Assange? Je pense qu'il y a un effet d'intimidation. La campagne de dénigrement a produit ses effets, et on estime plus prudent de se tenir un peu à distance de cette affaire, en tout cas de ne pas s'afficher publiquement en tant que soutien d'Assange, de crainte de répercussions professionnelles, sociales, qui peuvent être justifiées. Soutenir Assange, ce n'est pas sans conséquence. Il y aurait. Sur ta première question, le Patriot Act, oui, il me semble qu'il y a un lien. Alors, à l'époque, les démocrates tapaient sur George Bush pour ses lois d'exception qui visaient à étendre la surveillance, voire à persécuter. Elle contestait évidemment cette politique, mais là, en fait, il y a une continuité presque parfaite avec ce qu'a fait Obama plus tard, puisque qui a le plus poursuivi les lanceurs d'alerte? C'est Barack Obama. Donc, les démocrates qui étaient vent debout contre George Bush après le 11 septembre et après l'instauration du Patriot Act, etc., finalement sont dans une parfaite continuité maintenant, et à la fois sur les questions de guerre, avec de nombreuses interventions à l'étranger dans des conditions plus que douteuses, mais également sur la persécution des lanceurs d'alerte, sur la restriction de la liberté d'informer. Donc, il me semble qu'il y a vraiment une solution de continuité là, entre les républicains et les démocrates depuis 20 ans, dans un sens très préoccupant du point de vue des libertés et de la démocratie. Voilà. Après, tu disais, est-ce que Hillary Clinton, quand elle parle de mise en danger de la communauté internationale, elle est fondée en droit pour dire ça? Je ne suis pas juriste, ça me semble très fragile, mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui pourraient répondre mieux que nous. Je ne sais pas. Merci en tout cas. Merci Laurent, bonne soirée. Merci. Merci Fabien. Y a-t-il des juristes ou des spécialistes du droit international qui pourraient répondre à la seconde question de Fabien, enfin sa première question en réalité, sur le plan juridique? Je ne sais pas répondre non plus, mais c'est vrai que… Enfin, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les États-Unis essaient d'obtenir l'extradition d'Assange pour le juger, mais pas pour mise en danger de la communauté internationale ou je sais pas, déstabilisation des États-Unis. C'est en essayant de le faire passer pour un pirate informatique qui a aidé Chelsea Manning à obtenir des documents, voilà, en pénétrant un ordinateur du Pentagone. Donc, ce n'est pas l'approche qu'ils ont adoptée, en tout cas, dans la poursuite d'Assange. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez poser à Laurent? Alors, je profite de la petite pause avant que quelqu'un se dévoue pour poser une autre question, qu'il y a actuellement au cinéma à Paris, au cinéma L'Espace Saint-Michel, qui se trouve dans le 5e arrondissement,
des projections du film Hacking Justice. Donc ça fait partie il y a le livre plus le DVD. Et le film est sorti au cinéma. C'était pas prévu à l'origine, mais il est donc accompagné de très nombreux débats d'après-projection. Là, il y en a déjà eu beaucoup qui ont eu lieu, mais il en reste. Il y en a un demain, notamment avec des syndicats de journalistes qui défendent Assange, le SNJ, le SNJ-CGT, et puis aussi la FIJ, la Fédération internationale des journalistes. Leurs représentants viendront pour débattre ensuite après la projection du film. Et puis, il y a également vendredi Mathias Raymond, le président d'Acrimed, qui viendra débattre. Donc, c'est l'occasion de venir voir le film et d'en discuter après. Voilà. Peut-être parce que finalement, j'ai l'impression qu'à la lecture, tu sais, de droite-gauche, on y perd un peu ses repères. D'ailleurs, je note aussi que les charges contre Julian Assange sont de plusieurs natures qui peuvent effectivement museler de potentiels avocats en sa faveur. Parce que c'est vie privée d'un côté ou vie sexuelle, pratique sexuelle, c'est de l'autre côté des éléments plus politiques. Donc, effectivement, c'est plutôt bien joué de la part de la partie adverse contre ce monsieur. Néanmoins, puisque quelle a été, par exemple, la position de Trump? Elle a été changeante parce qu'à un certain temps, il a dit beaucoup apprécier Wikileaks. Évidemment, il devait avoir en tête la publication des courriels du DNC, tout ça, et sur les agissements d'Hillary Clinton et de ses équipes. Mais la persécution d'Assange s'est grandement intensifiée sous le mandat de Donald Trump avec notamment les actions de Mike Pompeo et de la CIA. Et donc, oui, la position de Trump, comme sur bien d'autres sujets, elle est difficile à savoir précisément, mais en tout cas, s'il a parfois dit publiquement que Wikileaks faisait une contribution positive, il a contribué à la persécution d'Assange à un degré très, très élevé. Bon, c'est une continuité aussi. Hein. Ça commence sous Obama, ça se poursuit sous Trump, c'est intensifié, et puis maintenant sous Joseph Biden. Là encore, il y a une continuité dans la persécution d'Assange. Et tu parlais à un moment de Snowden, qui à un moment a été assez lié. En tout cas, les deux affaires ont pu être liées. Snowden est devenu quoi en Russie? On sait ce qu'il devient ou... Il est toujours là-bas. Il bénéficie de l'asile politique. Maintenant, il est conférencier. Il a écrit un livre sur son expérience qui a eu un grand succès. Si les États-Unis lui permettaient de revenir, il reviendrait, mais il n'en est pas du tout question. Donc, pour l'instant, il reste là-bas. Sur le plan personnel, donc sa compagne est avec lui. Ils ont eu un enfant. Bon, voilà, sa situation est celle-là pour l'instant. Après, on n'a pas tous les détails de sa vie. On comprend pourquoi. Mais ça fait partie de ces personnes qui sont persécutées. Lui a réussi à se mettre hors d'atteinte du long bras de Washington pour l'instant, mais ce n'est pas le cas d'Assange. Mais bon, la distinction, c'est Snowden est un lanceur d'alerte, Assange est un journaliste. Et justement, cette différence de statut expliquerait les affres d'Assange par rapport à ceux de Snowden, ou c'est simplement que Snowden a trouvé un protecteur plus puissant que Assange en son temps? Non, je pense que si les États-Unis arrivaient à mettre la main sur Snowden, je ne sais pas si il reverrait la lumière du jour. On a vu aussi ce que les États-Unis ont fait à Chelsea Manning, qui est une lanceuse d'alerte. Donc, je pense qu'ils mettent tous ces gens dans un même sac, en fait. Donc, des personnes qui nuisent aux intérêts américains, sachant que dans leur esprit, les intérêts américains,
c'est très vaste et il s'agit notamment de ne pas révéler des méfaits. Déjà ça, c'est nuire aux intérêts américains, y compris des crimes de guerre. En fait, ceux qui commettent des crimes de guerre, maintenant, ont les moyens de se protéger des conséquences et persécutent les personnes qui les ont révélées. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une personne qui a fait de la prison en fait, dans l'affaire de la torture pratiquée par la CIA après le 11 septembre, sur les méthodes de torture qui étaient appliquées sur des prétendus terroristes pour obtenir des informations. Il y a une personne qui a fait de la prison pour ça. C'est la personne qui a révélé en fait, ces agissements. C'est John Kiriakou, qui est un ancien agent de la CIA et qui a dénoncé ces agissements. C'est le seul à avoir fait de la prison dans le cadre de cette affaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les uns et les autres? J'aimerais faire une petite page de pub que j'ai faite d'ailleurs dans le chat pendant que tu parlais de certaines choses, parce que d'une part, pour tout ce qui concerne, j'allais dire, les copains et les coquins de la crise des subprimes, il y a ce magnifique documentaire vidéo qui s'appelle Inside Job, et que j'imagine la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je les invite et les incite à regarder ce documentaire excellent, fait un peu d'ailleurs à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est facts and figures, mais ça démontre vraiment la mécanique. Et la conclusion est terrifiante puisque suite à la crise des subprimes, il y a eu concentration du secteur et par conséquent renforcement des copains et des coquins préalables. Et je dois dire ça en toute transparence, n'étant pas forcément quelqu'un de l'extrême gauche, pour parler par euphémisme, et étant moi-même professeur d'école de commerce. Donc, je trouve que ce documentaire est une merveilleuse introduction au capitalisme pour en souligner les travers, même si l'on est soi-même plutôt en faveur du système. Et puis, tu as parlé des cypherpunks. En fait, il y a un documentaire que j'ai vu récemment, un peu par accident, mais qui est absolument fantastique. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui, qui s'appelle Le mystère Satoshi, du nom du créateur du Bitcoin. Et le mouvement des cypherpunks dont il a été issu a été très actif au départ, mais lui, contrairement à Assange ou à d'autres, et c'est aussi d'ailleurs toute cette école de cryptographie, comme tu l'as très bien montré, ce mouvement qui vise à chercher des moyens de protéger l'individu et le citoyen dans sa vie privée et l'expression démocratique face à l'intelligence artificielle et au processus de surveillance permanente. En tout cas, il a su rester secret, c'est un mystère absolu, pour le moment en tout cas, et c'est un documentaire en 6 parties que l'on peut regarder sur l'application Arte en replay, qui est absolument fascinant. Et qui est fascinant aussi parce que, j'allais dire, le coupable est parfaitement indétectable. Il faut que je vois ça. C'est formidable, formidable. Et c'est finalement, à certains égards, un peu proche de ça, de tout ce mouvement, effectivement, de citoyenneté digitale, si je puis m'exprimer ainsi. Avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques à faire à Laurent ou pas? J'aurais une question, si vous m'entendez. Oui. Oui. Donc, 3 choses. La première, c'est que je sache la reconnaissance d'Amnesty International par rapport à Assange et de détention illégitime et de mauvais traitement, mais corrigez-moi de la façon appropriée, mais où en est-on pour progresser vers ce qu'ils auraient dû reconnaître depuis le début, c'est-à-dire prisonniers politiques à part entière, et un A, un B,
c'est la première fois que j'entends parler de l'attitude du Human Rights Watch. Donc, quel est le statut que Human Rights Watch lui donne exactement? En termes d'expliquer qu'à part le Mexique, aucun État propose de donner l'asile politique à Assange spontanément. Est-ce qu'il est raisonnable d'attribuer ça au fait que Assange a énervé à peu près tous les États avec ses révélations, donc ils ne sont pas sur le point d'accueillir quelqu'un comme ça? Et troisièmement, d'après les théories qu'on tient sur lui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas accueilli par les Russes? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accueilli par tous ces co-conspirateurs, puisqu'il est un fanatique, un soutien tellement fanatique de… Voilà, trois questions. La première en deux parties. D'accord. Je vais commencer par Amnesty. Amnesty, oui, s'est réveillé bien tard sur la situation d'Assange et en effet ne le qualifie toujours pas de prisonnier politique. Donc ce n'est pas satisfaisant. On peut noter qu'il y a une évolution. On espère qu'elle va se poursuivre. Mais c'est évidemment trop peu compte tenu de la gravité de la situation. C'est mieux que rien, parce que pendant longtemps, c'était rien, en fait. Hein. En ce qui concerne Human Rights Watch, je ne saurais pas dire précisément comment il qualifie la situation d'Assange. Là aussi, je pense qu'il s'agit d'un réveil très tardif et maintenant qui manque d'intensité dans la mobilisation, parce qu'il ne suffit pas de publier parfois des communiqués, de s'alerter comme ça sur des épisodes, de dire qu'on est contre l'extradition d'Assange vers les États-Unis. Il faut organiser une campagne de grande ampleur pour faire en sorte qu'il soit libéré et que toutes les poursuites cessent contre lui. Et on en est clairement par là. Les syndicats de journalistes, j'ajoute, ce n'était pas ta question, mais maintenant sont vraiment bien mobilisés, je trouve. En tout cas, en France et même dans d'autres pays, j'ai mentionné le SNJ, le SNJ-CGT, la FIGE. Maintenant, ils interviennent régulièrement. Alors, on peut toujours regretter que ce soit pas assez coordonné, pas assez systématique et d'une ampleur trop faible. Mais disons qu'il y a des évolutions positives depuis dans quelques mois. D'ailleurs, dans le livre que je ne cesse de montrer, il y a la reproduction d'une lettre ouverte des syndicats de journalistes français à Emmanuel Macron. Voilà, moi j'espère que tout ça va s'intensifier et que la pression grandira. On a oublié de parler de l'initiative de députés français, de 39 députés, peut-être plus maintenant, qui ont déposé une proposition de résolution visant à accorder l'asile politique à Julian Assange en France. Ça, c'est aussi notable, c'est très positif. On espère que ça va s'intensifier également et que la pression sera beaucoup plus importante, parce que tant que ce n'est pas au centre des préoccupations, on peut balayer ça d'un revers de la main. Pourquoi, en ce qui concerne l'asile politique, oui, les révélations de Wikileaks ont porté sur de très nombreux pays. Et bon, les États-Unis, c'est vrai, beaucoup, parce qu'il y a tout ce qu'a apporté Chelsea Manning, qui était un lot de documents énorme. Mais il y a, comme je l'ai montré, il y a des documents qui concernent la Russie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, enfin bon, de nombreux pays occidentaux. Je pense que même si parfois, oui, certains pays peuvent donner l'impression de défendre Wikileaks et Assange, oui, il y a quand même un embarras, parce qu'ils estiment que le modèle que propose Wikileaks peut se retourner contre eux, et que Wikileaks et Assange n'hésiteront pas à publier des documents, s'ils en obtiennent, sur ces pays. Voilà, donc contrairement à ce qui a souvent été dit,
Wikileaks ne cherche pas à épargner certaines puissances plus que d'autres, hein. Donc, je pense que les chancelleries et les services de renseignement de ces différents pays ont ça en tête et ne tiennent peut-être pas particulièrement à l'accueillir, à lui accorder l'asile. En ce qui concerne les Russes, en autre fausse information, il a été, c'est encore le Guardian, hein, qui a laissé entendre qu'il y avait des plans d'évasion de l'ambassade d'Équateur et pour amener Julian Assange vers la Russie. Ces plans ont été démentis par les principaux intéressés. Ce sont encore une fois des fictions pour rapprocher une fois de plus Julian Assange de la Russie et voilà, et entretenir cette fiction des ingérences russes partout et de la collusion entre Trump, les Russes, Assange. Voilà, on cherche à discréditer Assange en le mêlant à tout ça. Il n'a jamais eu, il n'a pas eu l'intention d'aller vers la Russie. Et en ce qui concerne Snowden, je l'ai dit, s'il se retrouve en Russie, c'est parce que les États-Unis ont annulé la validité de son passeport au moment où il se trouvait en transit dans l'aéroport de Moscou. Mais la Russie n'était pas sa destination finale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à tes questions. Si. Laurent, comme le temps passe, je pense qu'on va clore nos échanges et nos débats. Comment dirais-je ? Je pensais au départ qu'on pouvait avoir une discussion, tu vois, autour de la thématique de l'enfumage médiatique. Alors, je te sais également, mais ça ferait l'objet d'une autre conférence, un spécialiste du Russiagate, justement, puisque tu y fais référence, tu y fais allusion, avec Trump qui, dit-on, aurait été aidé par les Russes à être élu lors des élections américaines. Sans développer, il est trop tard désormais, une fois encore, ça fera l'objet d'autres conférences éventuelles. Est-ce que tu as comme ça plusieurs affaires présentes à l'esprit ou que tu connais bien, que tu couvres, en dehors d'Assange dont il a été beaucoup question ce soir, le Russiagate que tu aurais pu parfaitement couvrir de la même façon? Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'enfumage médiatique ou de silence médiatique coupable? Oui, alors là, on est reparti pour 1 heure. Oui, le Russiagate, c'est un dossier que je connais assez bien. Alors, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, il s'agit des accusations de collusion entre les équipes de Donald Trump et la Russie visant à favoriser l'élection de Donald Trump. Ce dossier revient de temps en temps dans l'actualité. Il est parfois encore entretenu, mais à la fois à travers le rapport Mueller et puis à travers des révélations plus récentes, parce que il y a eu de nouveaux développements. Il y a même des inculpations en fait de personnes travaillant pour le compte du Parti démocrate, qui sont désormais accusées en fait d'avoir fourni au FBI de fausses informations pour alimenter les enquêtes dans le cadre du Russiagate. Donc, je crois qu'il y aura des développements intéressants dans les années à venir sur ce sujet, notamment il y a un avocat d'Hillary Clinton qui serait allé voir le FBI sans dire qu'il travaillait pour le compte d'Hillary Clinton, en leur disant « vous devriez enquêter sur telle et telle chose, car il y a une proximité entre Donald Trump et les Russes. » Et donc maintenant, cette personne se retrouve inquiétée parce qu'on a découvert qu'elle diffusait des fausses informations au FBI pour nuire au clan politique d'en face. Donc le Russiagate, c'est une affaire très, 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 très vaste.
Il n'en reste plus grand-chose maintenant du point de vue des faits, mais je constate que certains continuent d'essayer de l'alimenter. Ça ne veut pas dire évidemment que la Russie a trouvé qu'il était préférable que Donald Trump soit élu plutôt qu'Hillary Clinton, mais ça, les préférences des chancelleries, il y en a de nombreuses. De là à dire qu'il y a une collusion entre Moscou et les équipes Trump pour le faire élire, je pense que ça relève de la théorie du complot, mais c'est une théorie du complot qui est presque autorisée et qui a été autorisée très longtemps dans les médias. Il y a une grande préoccupation sur les théories du complot, le conspirationnisme qui est considéré comme un fléau civilisationnel, et c'est vrai qu'il y a des aspects préoccupants, notamment sur les questions des questions de santé, ça a des répercussions très négatives, mais on oublie parfois aussi qu'il y a des théories du complot mainstream, on va dire, qui sont libres de se dérouler dans les médias dominants sans que personne ne s'en alerte et n'exige des preuves et des arguments pour les étayer. Et le Russiagate en est un bel exemple, et je note que les médias qui ont beaucoup relayé cette thèse pendant plusieurs années ne sont pas de rendre compte des éléments qui vont dans le sens contraire et qui montrent que en fait, ce dossier est vide, que c'est une fabrication en fait, d'un clan politique pour en nuire à un autre. Dans l'univers politique, c'est assez répandu, mais là, c'était de très, très grande ampleur parce que ça a pris des proportions énormes, ces accusations. Et d'ailleurs, on peut conclure sur la remarque de Pascal Rose, qui dit que la concentration des copains et des coquins que j'évoquais dans le cas de la crise des subprimes peut également peut-être s'appliquer aux médias où finalement l'essentiel des médias est la propriété de quelques grands capitalistes en fait. Alors, capitaliste, une fois encore, moi, je ne fais pas le procès du capitalisme, mais de quelques grands propriétaires, devrais-je dire. Je signale un des commentaires de Pierre Gerlin qui note avec justesse qu'il faut, sur le dossier du Russiagate, il faut lire notamment les travaux d'Aaron Maté, qui est probablement le meilleur spécialiste au monde de cette affaire, mais également Glenn Greenwald, dont j'ai parlé précédemment, et j'en cite un troisième, Matt Taibbi. Voilà, en lisant ces personnes-là, on voit à quel point le Russiagate est une affaire fictive. C'est de la fiction. D'accord. Bien, écoute Laurent, merci beaucoup. La conférence est enregistrée, donc pour répondre à Aubrey, une fois encore, je vais te la transmettre pour accord de ta part. Si tu es d'accord, elle sera donc mise à disposition sur le site de l'IHEDN, de l'école militaire. Toi-même, tu en seras propriétaire, donc tu pourras toujours la transmettre à qui de droit, à qui tu veux. Et en tout cas, comme Pierre et comme bien d'autres, on te remercie infiniment de tes éclairages. Et c'est vrai, d'une présentation extrêmement documentée, très systématique, très étayée. Et donc, puisque beaucoup de choses sont extraites du livre auquel tu as contribué, eh bien pour Noël, on peut toujours s'offrir ce livre. Oui, il y a notamment un long article de Max Blumenthal à propos de l'affaire UC Global CIA avec cette opération d'espionnage à l'intérieur même de l'ambassade d'Équateur. C'est extrêmement détaillé et intéressant. Moi, j'aimerais juste, en tant que mot de la fin, rendre un hommage à Nils Melzer, qui est le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, qui est maintenant un des principales voix en défense de Julian Assange. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Il a écrit un livre sur l'affaire Assange, d'abord en allemand, puis ça a été traduit en anglais, en suédois, et je vous annonce qu'il y aura une édition française l'année prochaine. C'est quelqu'un vraiment de remarquable. C'est un juriste, un spécialiste de droit international. Il est extrêmement précis, clair dans ses arguments, et c'est on peut dire que c'est le Zola d'Assange aujourd'hui.
Très bien, bah, tu en es un autre, hein, Laurent, donc Plus à une échelle moindre. en tout cas, on t'aura donné ici un forum pour t'exprimer, hein. Le principe de nos conférences, c'est quels que soient les points de vue, et ils sont sensiblement différents d'un conférencier à l'autre, eh bien, on est un forum ouvert, de débat ouvert, et qui cherche à s'exprimer quand des hackers ne piratent pas notre conférence. Des trublions ukrainiens. Oui, ukrainiens, ça paraît étonnant, mais effectivement, ils étaient apparemment ukrainiens. En tout cas, cette fois-ci, nous avons réussi à passer outre tout ça. Alors du coup, effectivement, le nombre de participants était plus modeste, mais il nous a fallu être sûr et contrôler un peu les adresses des uns et des autres. De toute façon, ce sera mis à disposition à condition que tu en sois d'accord. Et à nouveau, grand merci. Et puis à bientôt, j'espère, Laurent. Merci à tout le monde. À bientôt, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci bien. Merci encore.